Bonjour, bonjour à tous. Vous allez assister à la vidéo numéro 43. Parce que j'ai décidé de reprendre la numérotation antérieure, celle que nous avions mis en place à l'époque où Sylvain Ferreira était toujours de l'aventure. Donc j'ai décidé de séparer en deux les interventions. Ce sera peut-être bientôt en 3, peut-être bientôt en 4. En attendant, c'est en 2, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'hebdomadaire sur la situation militaire, et là il y en a besoin parce qu'il y a toujours tout ce qui se passe autour de la entre guillemets contre-offensive ukrainienne. Il est très difficile de savoir ce qui se passe, de dissiper le brouillard de la guerre, et Hervé Carrès va s'y efforcer. Par ailleurs, il y a le regard qu'il faut porter, toujours à partir d'une volonté de réinformation, le regard qu'il faut porter sur ce qui se passe dans l'ensemble du monde. Il y a eu la visite de Blinken à Pékin, les déclarations postérieures de Biden, qui amènent quand même à s'interroger sur la continuité de ses fonctions intellectuelles. Il y a également tout ce que Vladimir Poutine a pu raconter dans les différentes circonstances qui ont entouré le fameux SPIEF, c'est-à-dire le grand colloque économique qui a lieu à Saint-Pétersbourg. Il y a d'autres choses qui se produisent et donc il faut essayer d'avoir un regard sur ce qui se passe et ce sera l'objet des grands entretiens. On demandera leur avis à des personnalités qui ont des choses à dire. En attendant la vidéo numéro 43, j'envisage après peut-être une intervention particulière relative à la destruction du fameux barrage de Kalovka, je crois que c'est ça le nom, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est les Russes, c'est les Ukrainiens, ce sont les Américains. On peut toujours se poser la question s'agissant de nos amis yankees. Et il y a d'autres thèses qui sont quand même assez solides et qui parlent d'un effondrement, entre guillemets, bien évidemment, un effondrement naturel. Mais en attendant, il faut parler de cette contre-offensive, des perspectives que les opérations militaires offrent sur ce qui va se produire dans les jours et les semaines qui viennent. En attendant, continuez à nous soutenir, c'est important, matériellement, moralement et grâce à toutes ces petites techniques qui permettent à l'algorithme de nous mettre en avant. Donc ça, c'est précieux, ne l'oubliez pas. Voilà, écoutez, à très bientôt après l'intervention de notre ami Hervé. Voilà, bonjour alors. Hervé, vidéo 43, j'ai repris la numérotation parce que justement, on fait la vidéo hebdomadaire du militaire, et puis bon, de ce qui concerne le terrain, un barrage qui s'effondre, ça concerne le terrain, et puis on fait des entretiens par ailleurs sur des sujets avec des gens qui ont des avis à donner, dont on pense qu'ils peuvent être pertinents. Alors, aujourd'hui, bien, écoute, tu conduis comme tu l'entendais et comme tu me l'as présenté, donc je te passe la parole. Bien, écoutez, bonjour à tous. Bon, on aura fait 3 essais concernant le son. La première fois, c'était pas terrible. La deuxième fois, c'était mieux. Maintenant, je reviens à des moyens classiques. Et j'espère que ça sera beaucoup mieux, même que la deuxième fois où le son s'était largement amélioré. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'environnement lié à la guerre avec la destruction du barrage de Kakhovka. Mais également, on va parler d'un sujet qui a été assez peu abordé parce que c'est un sujet en fait qui est probablement gênant, c'est celui de la destruction du pipeline dans la région de Kharkov, un pipeline d'ammoniac. Ensuite, on abordera la situation militaire pour faire un point sur les brigades qui sont engagées. On verra que par rapport à ce qui est dit sur les médias, en fait, il y a plus de brigades qu'annoncées qui sont engagées. On parlera de la ligne Surovikin. C'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi les Ukrainiens ont eu des difficultés, même s'ils avaient des faiblesses intrinsèquement au moment de leur offensive, mais face à quoi ils ont été confrontés. Ensuite, on parlera bien sûr de la situation militaire avec la carte, des options qu'il peut y avoir derrière les choix qui sont faits par les deux belligérants, en prenant bien sûr
chaque secteur en essayant d'être à la fois synthétique et de ne pas rentrer trop dans des noms de localités qui sont imprononçables. Et puis, dernier point, on parlera des opérations de désinformation et d'opérations psychologiques hein, auxquelles on est confronté dans nos médias. Alors évidemment, de l'autre côté, ils font la même chose, mais la propagande russe et la désinformation russe, en fait, pour y être confronté, il faut aller la chercher, ou sur Telegram ou avec des VPN, alors que la nôtre, celle de nos médias, on la voit directement. Donc il faut arriver également à l'analyser hein, de manière assez simple, en fait, et d'être surtout dans le doute et être jamais dans l'affirmatif, puisque les fact-checkers, en fait, ne font que débunker l'information qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais qui est celle de l'autre camp. Donc, autant s'intéresser à l'information que nous subissons d'une certaine manière. Le débat contradictoire. Oui, exactement. Il faut que l'information, ben, tu le sais très bien, Régis, c'est comme une instruction. Il faut que ça soit à charge et à décharge, que ça soit équilibré. Et tant qu'on ne sait pas, eh bien, on émet des hypothèses et puis on n'affirme pas tant qu'il n'y a pas eu de preuves. Hein. Donc, on va commencer par, bien sûr, l'affaire du barrage de Kakhovka. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le barrage de Kakhovka? Bien sûr, il a été détruit, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a trois hypothèses dès le départ qui se sont affrontées. Un, c'est les Ukrainiens, ce qui paraît assez improbable, vu qu'ils n'ont pas accès au barrage. Deux, c'est les Russes, d'une certaine manière, sur le plan pratique, est facile pour eux, puisqu'ils ont accès au barrage. Et trois, l'hypothèse de l'accident, tout simplement, parce que l'on est face à une infrastructure qui est affaiblie parce que le fait est, elle a été bombardée dans ses superstructures euh, 4 ou 5 fois, on va dire, par les Ukrainiens durant le mois d'août, lorsque les Russes étaient de l'autre côté de la rive du Dniepr. C'est un axe logistique pour les Russes. Ensuite, l'autre hypothèse, bien sûr, c'est l'accident, comme je le dis, puisque en fait, il y avait une hauteur d'eau qui était importante, de l'ordre de 17 mètres, qui faisait qu'il y avait une pression énorme sur cette infrastructure qui était assez peu entretenue en fait depuis le début du conflit. Donc globalement, cette hypothèse de l'accident, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, elle est vraiment intéressante parce qu'on a pu remarquer que des deux côtés du Dniepr, aussi bien côté russe que côté ukrainien, eh bien, les belligérants ont été surpris tout simplement de la crue et de l'effondrement du barrage. Cette thèse est défendue par un ingénieur des mines qui est un spécialiste des barrages et qui a déjà fait plusieurs études qui ont été pilotées sur le blog de la Vigie, qui est le blog du général Cave, que je vous invite à aller consulter, puisqu'il a fait déjà un amandoum à son étude, puisque son hypothèse, il a construit peu à peu. Et donc lui, il s'oriente vraiment sur un effondrement accidentel du barrage, et il écarte toute action de l'un ou l'autre des belligérants, ce qui explique d'ailleurs l'effet de panique de part et d'autre de la rive du Dniepr. Alors, ça n'empêche pas que les belligérants ont cherché à exploiter, sur le plan de la manœuvre et des opérations, à exploiter ce qui s'est passé. Que ce soit en repositionnant des troupes aussi bien à côté russe que côté ukrainien, hein, que éventuellement en voyant peut-être des opportunités de franchissement à d'autres endroits, ou dans le temps. Hein, parce qu'on s'aperçoit a posteriori que si sur l'effet immédiat, sur le plan militaire, l'avantage pourrait être aux Russes. Ça leur permet tout de suite de dégager des troupes pour les repositionner dans la trouée de Zaporizhzhia. Sur le long terme, comme le fleuve va être stabilisé, hein, je rappelle, puisqu'en fait, il y avait un risque énorme pour les Ukrainiens de franchir, sachant que les Russes avaient les mains sur les vannes, ils pouvaient déclencher à loisir une crue pour balayer leurs moyens de débarquement, si jamais ils avaient fait le choix de faire un assaut amphibie sur le Dniepr, en aval du barrage. Donc on s'aperçoit que sur le temps long, en fait, ça pourrait être un avantage pour le franchissement éventuel du Dniepr par les Ukrainiens. Alors quand je dis le temps long, c'est plutôt à l'automne, avant qu'il y ait l'hiver qui arrive et qui hypothèque tous les déplacements. Ensuite, alors, j'ai une question, oui, Hervé, vas-y. excuse-moi. Bon, là, faut pas que je lève le doigt parce que Mais moi, je lève le doigt quand je veux parler. ma caméra s'agite, là. Elle considère que je lui envoie des signes. Non, ma question, c'est par rapport à ce que tu avais dit la semaine dernière, l'eau s'est retirée, elle est passée, Je vais comme. en parler Hein. après. Ouais. Ah, d'accord, ok. Parce que, je veux dire, pour faire rouler des véhicules à roues ou même chenillés sur la zone, ça va être compliqué quand même.
Non, bien sûr, bien sûr. Dans l'immédiat, ce n'est pas possible. En fait, j'en reparlerai tout à l'heure lorsque j'aborderai le sujet du réservoir. Le réservoir qui en fait s'est vidé, hein, tout simplement maintenant, hein, qui est devenu une zone marécageuse, un petit peu comme à marée basse, hein, qu'on peut voir sur certaines zones de France. Par exemple, pour ceux qui connaissent le bassin d'Arcachon, à marée basse, ça ressemble un petit peu à ça en ce moment. Voir comment ça va évoluer. Et apparemment, il y aurait une route, une ancienne route qui était en aval du barrage, entre Nicopole et justement l'autre rive du barrage, côté russe, hein, celle qui est occupée par les Russes, en aval, en amont du barrage, mais en aval de la centrale, qui réapparaîtrait justement suite au vidage du réservoir. Ah, c'est à voir. Pour l'instant, c'est impraticable de toute manière, hein. Hein. Mais en tous les cas, ça peut créer des opportunités dans les mois qui viennent, suivant comment les sols vont réagir à ce vidage du barrage. Oui, et l'autre point qui est important, c'est, bon, les médias n'en ont pas beaucoup parlé, hein, bien sûr, c'est euh, le, le pipeline d'ammoniac de la région de Kharkov, qui a été saboté il y a un peu plus de 2 semaines, et qui a été saboté. C'est un pipeline russe, hein, qui faisait partie de l'accord sur les céréales, puisque l'accord sur les céréales, il y avait bien sûr l'exportation du blé ukrainien, mais il y avait également l'exportation de l'ammoniac russe, dont le débouché de ce pipeline se trouvait au port d'Odessa. Donc pourquoi les médias n'en parlent pas? Très probablement parce que bon, les Russes sont insurgés, bien sûr, sur le sabotage de ce pipeline. Il faut imaginer le dégât environnemental avec des tonnes d'ammoniac qui se sont déversées en pleine nature et qui, par le fait du vent, en fait, sont allés plutôt vers les lignes ukrainiennes, puisqu'on était en zone grise entre les lignes russes et les lignes ukrainiennes lorsque ça s'est passé. On peut considérer que il y a de fortes probabilités pour que ça soit un sabotage d'origine ukrainienne, hein, pour justement euh, asphyxier, intoxiquer les lignes russes. Il se trouve que, comme souvent avec ce type d'armes, d'opportunités chimiques, bien souvent, c'est pas forcément maîtrisable, hein, parce qu'on peut avoir des conditions aérologiques qui pouvaient être favorables à celui qui va l'utiliser, qui après peut se détourner et puis le mettre en difficulté, surtout que, comme on a pu le remarquer, aucun des belligérants, aucun des soldats sur les zones de combat ne porte de moyens de protection contre la menace nucléaire, bactériologique et chimique. Voilà. Alors, on pourra revenir au barrage. On peut remarquer globalement, ça touche les opérations psychologiques, que globalement, les Russes, en fait, sabotent leurs installations et celles qu'ils occupent. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais on va prendre le cas de Nord Stream, par exemple. L'installation est sabotée alors qu'il suffisait d'ouvrir les vannes et les fermer pour faire une pression euh, sur les Européens, hein, si tel avait été le cas. Bon, pour la petite histoire, il faut savoir que même aux pires heures de la guerre froide, l'Europe a toujours utilisé du gaz russe. Pas par Nord Stream, mais par les autres pipelines, gazoducs qui passaient, notamment ceux qui passent toujours par l'Ukraine et qui sont toujours en activité, puisque le gazoduc Brotherhood, qui passe à travers l'Ukraine, est toujours en activité, et de manière extraordinaire, l'Ukraine touche encore des subsides, des droits de passage sur ce gazoduc. Ça, c'est le premier point. Ensuite, concernant le barrage, ben, c'est évident que c'est une installation stratégique pour les Russes et qu'ils avaient tout le loisir également de fermer et d'ouvrir les vannes pour créer des difficultés sur un éventuellement franchissement du Dniepr en aval du barrage. Et c'est une installation qu'ils considèrent maintenant qui leur appartient, puisque ils ont annexé ces territoires, même s'ils ont été obligés de se retirer de Kherson. Et cette installation, même si pendant 8 ans ils se sont coupés de l'eau du réservoir, puisque là ça a été coupé par les Ukrainiens jusqu'en 2024, jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'au barrage et qu'ils réouvrent les vannes pour alimenter le canal de Crimée, on peut considérer que ça ne tient pas la route sur le plan de la stratégie à long terme, puisque l'installation, pour la reconstruire, sur un territoire qu'ils considèrent maintenant comme le leur, il faudra 5 à 10 ans. Alors, Et oui, ce que tu j'allais dis, terminer avec une dernière vas-y. installation dont on parlera, c'est également, on sort du domaine hydraulique, on va vers les installations de type nucléaire avec la centrale de Zaporizhzhia. La centrale de Zaporizhzhia, les Russes l'occupent, donc je ne vois pas quel serait l'intérêt pour eux, un, de la saboter, deux, de l'endommager. Sachant qu'il y a 4 autres centrales
trois autres centrales, pardon, sur le territoire ukrainien et qu'elles n'ont jamais été bombardées par la Russie. Donc il faut toujours faire preuve un petit peu de bon sens et se poser des questions, ne pas être affirmatif et émettre au moins des doutes. Pour ce qui concerne le sabotage du barrage, on le saura vraiment que lorsque les enquêteurs iront sur place et feront une enquête pour déterminer s'il y a de l'explosif ou pas. Pour l'instant, on est sur des supputations, des hypothèses comme celle du New York Times qui accuse les Russes et qui a été allègrement reprise par LCI, comme on peut s'en douter, mais également les hypothèses de l'accident qui, en l'état, me paraît, de mon point de vue, bien sûr, je peux me tromper, la plus probable. Oui, tu veux dire quelque chose Oui, alors, par rapport à cette bataille communicationnelle, l'ammoniac, effectivement, clairement, ce sont fort probablement les Ukrainiens. Donc, on en parle peu. Il faut rappeler que cet ammoniac est destiné à la fabrication d'engrais. tout Donc, à c'était fait. les engrais. Un des premiers producteurs mondiaux d'engrais sont les Russes. Deuxième, il y a la centrale d'Energodar. Ça y est, je suis arrivé à donner le nom, C'est bien. sans bafouiller. Il y a également le barrage. Nord Stream a un statut un peu particulier parce que l'hypothèse selon laquelle, celle de Seymour Hersh, c'était très documenté ce qu'il a produit. La façon dont ça s'est passé initialement, je me rappelle avec ce tweet d'un Polonais notoirement connu comme lié au milieu néoconservateur, ce qu'avait dit Biden en disant de toute façon il ne marchera pas. Il y a un très très lourd soupçon que ce soit les États-Unis. Et là, on a un gros problème politique, on a un très gros problème politique, c'est-à-dire que effectivement, c'est un acte extrêmement, je veux dire, je cherche le terme, mais très agressif vis-à-vis de l'Allemagne, qui la met en difficulté, et l'allié qui conduit l'OTAN se permettrait, je continue à utiliser le conditionnel, se permettrait une agression d'envergure quand même. C'est très particulier. Alors, j'ai assisté il y a quelques jours à un débat au Parlement belge. Il y avait un député belge qui disait, je souris parce que il disait, regardez-vous tous, vous n'osez pas parler du barrage. Vous, de temps en temps, vous reliez une information, vous n'osez pas poser le problème. Et c'est vrai, et on le voit chez nous. Alors, il y a ceux qui disent, c'est les Russes, et encore, ils sont prudents. Ils sont prudents, les médias, et en revanche, tout le monde est plaqué au sol, personne ne veut regarder les choses en face. Quand Seymour Hersh a produit son article, eh ben, on a eu immédiatement un journaliste controversé, un journaliste sulfureux, ce qui était faux. Hein. On peut peut-être que sa thèse n'est pas la bonne, mais il y a véritablement une attitude un peu tétanisée hein, par rapport à ça. Parce que le jour où on apprendra, si ce sont les Ouais. États-Unis, je pense que les alliés des États-Unis auront un gros problème quand même. Je pense à M. En, Scholz en particulier. en tous les cas, la thèse de Seymour Hersh, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle est gênante. Puisque quand on voit les contre-propositions plus ou moins absurdes les unes que les autres qui ont été très rapidement mises en œuvre et relayées par la presse, donc la presse américaine, c'est grotesque. C'est grotesque. Hein, sachant qu'on est sur une des zones les plus surveillées par l'OTAN, et notamment par les Norvégiens et les Danois, de la mer Baltique. Hein. Il y a des senseurs qui sont au fond de la mer. C'est impossible d'imaginer, on va dire, un navire de surface ou un sous-marin halogène, d'origine halogène, c'est-à-dire d'origine indéterminée, qui commencera à faire des opérations sans être détecté dans cette zone-là. C'est Alors, il impossible. paraît, question Hervé, il paraît que pour faire une opération de ce type, techniquement, il faut être une armée d'un certain niveau quand même. Hein. Oui, oui, bon, c'est certain, oui. Ça Mais peut pas. on parlait de Migaud, je me rappelle plus son prénom, là. Philippe Philippe Migaud, Migaud. oui. Il avait fait une très très bonne étude là-dessus, hein, et bon, évidemment, c'était une émission qui avait été faite par Xavier Moreau. Alors après, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est encore pro-russe, ainsi de suite. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont est fait l'étude et factuellement comment il explique pourquoi c'était avant la thèse de Seymour Hersh, c'était Ouais. impossible que ce soit les Russes qui aient fait sur le plan opérationnel cette action. Il ne parlait même pas de l'intérêt stratégique pour les Russes, parce que comme je l'ai expliqué, il suffit d'ouvrir et fermer la vanne.
hein. Donc, c'est plus intéressant pour eux de mettre la pression en ouvrant et fermant qu'en détruisant l'installation. Et d'ailleurs, le débat qu'on voit dans la presse, c'est pas, c'est les Russes. Assez peu, de temps en temps, il y a Ah ben quelqu'un qui non. vient. Le débat, c'est les Ukrainiens qui ont fait n'importe Ouais, quoi ouais. ou les Américains. Et donc, toute l'Europe se jette sur l'accusation contre les Ukrainiens en disant ah oui, mais eux, ils font la guerre, donc bon. Donc voilà, c'était pour dire Sachant, que la bataille sachant, communicationnelle suit son cours. sachant que les Ukrainiens n'ont pas de façade maritime avec la mer Baltique, donc ils auraient dû forcément avoir des accords avec la Pologne. Enfin bon, bref, ça devient complètement rocambolesque, hein. Je crois qu'on est à la troisième hypothèse pour contrer celle de Sénon Hersh. Et dernièrement, pour le barrage, SI a montré très abruptement, évidemment, on est dans les opérations de guerre psychologique, une voiture montrée par les services ukrainiens qui est sur la chaussée du barrage et qui serait en fait en lien avec les explosifs qui seraient en infrastructure. Donc, comme je dis souvent, trop de preuves tue la preuve. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à vouloir trop démontrer, c'est que peut-être que ce que l'on cherche à démontrer, c'est tout simplement faux. Et c'est pour ça qu'on y dépense beaucoup d'énergie. Ou Alors, pour contrer. Ouais, je vais plus loin. Je crois qu'on cherche à se rassurer aussi. On cherche à se rassurer absolument. parce que on se jette sur l'hypothèse qui est rassurante et naturellement, en ce qui concerne toute l'activité, l'espèce de chaos informationnel autour de la contre-offensive ukrainienne relève de ça, quoi. C'est-à-dire que dès que il y a un village, il y a 100 km², et de l'autre côté, il y a des chiffres assénés très tranquillement par Poutine concernant les pertes. Il y Ouais. a aux États-Unis où on sent déjà le débat électoral. Hein, c'est-à-dire que un certain nombre des dissidents, entre guillemets, hein, anciens membres de la CIA, anciens gradés, etc., qui sont plutôt trumpistes, ou en tout cas républicains, trumpistes, j'en sais rien, mais qui sont très critiques hein, vis-à-vis de la politique de Biden. Alors, à ce sujet, sur cette fameuse contre-offensive, je vais commencer par être provocateur, je vais poser une question, parce que euh, on entend, attendez, elle n'est pas commencée. Et puis d'autres qui disent si, elle est commencée. Donc, elle est commencée cette contre-offensive ou pas? Mais à partir du moment où il y a les unités qui ont été équipées par l'OTAN, qui sont rentrées au contact des premières positions russes, en avant des positions russes d'ailleurs, donc dans la zone grise, hein, et donc ça, les premiers éléments, c'est le 4 juin, c'était la 37e brigade mécanisée d'infanterie de marine. Elle est commencée tout simplement. Alors après, on est en train de gloser. Et puis surtout, il faut savoir qu'il y a eu une préparation d'artillerie qui a été imposante avant que ces premiers contacts se fassent. Préparation d'artillerie de la part des Ukrainiens, sachant qu'ils n'ont pas énormément de munitions, hein, en tout cas pas les munitions que les Russes ont. Lorsque tu fais comme ça une préparation d'artillerie et qu'ensuite tu vas au contact, tu fais plus une reconnaissance offensive, parce que la reconnaissance offensive, entre guillemets, tu arrives quand même en souplesse. Tu commences pas, puisque tu cherches en fait l'ouverture, donc tu annonces pas le fait que tu arrives. Tu vas chercher les failles du dispositif. Et après, tu peux engager le combat si tu vois que tu as une opportunité pour franchir le dispositif. Et éventuellement, tu appelles des éléments de renfort quand tu vois que tu commences à avoir des effets de brèche sur le dispositif ennemi. Là, c'est pas le cas, puisqu'il y a une préparation d'artillerie. Donc, préparation d'artillerie, on est dans le cadre classique d'une attaque avec la préparation d'artillerie, hein, aussi bien sur les positions russes que même en arrière, d'ailleurs, simultanément. Quand je dis en arrière, je parle pas des frappes dans la profondeur, je parle des frappes sur les deuxième et troisième lignes. Voilà. Donc, non, on a commencé. Après, évidemment, comme il y a des difficultés alors qui pourraient s'expliquer par déjà le manque de capacité ukrainien en matière d'appui aérien, puisqu'ils ont une armée de l'air. Quand je dis armée de l'air, aussi bien les avions d'appui air-sol comme les Su-25 ou comme les hélicoptères qui leur restent pour faire de l'appui aérien, que ce soit des Mi-8 ou des Mi-24, qui restent en portion congrue. Je connais pas le chiffre exact, mais on est d'abord de la dizaine d'appareils, hein, dizaine d'appareils sur le papier. Après, il y a bien sûr les problèmes de maintenance. Et puis surtout, on peut très bien comme ça attaquer à partir sans avoir forcément de couverture aérienne. C'est ce qu'ont fait les Égyptiens en 73 lorsqu'ils ont franchi le canal de Suez, puisqu'ils avaient toujours
ce défaut par rapport aux Israéliens, déficit de puissance aérienne, mais ils avaient une bulle de protection aérienne qui venait des systèmes de défense solaire soviétiques qui leur avaient été donnés, voire prêtés d'ailleurs, pour la plupart, qui étaient d'ailleurs manipulés et manœuvrés par des soldats russes, des soldats du pacte de Varsovie. Donc, ils ont franchi, lorsque les Égyptiens ont franchi avec succès et ont attaqué la ligne de défense israélienne de l'autre côté du canal de Suez, ils étaient protégés, ils n'ont pas subi les attaques aériennes de la part d'Israéliens. Ils ont été en difficulté lorsqu'ils sont passés à l'offensive pour soutenir les Syriens qui étaient en difficulté sur le plateau du Golan. Donc c'était une décision politique, alors que les généraux égyptiens y étaient opposés. Et là, ils sont sortis de cette bulle de défense antiaérienne avec les conséquences que l'on connaît, hein, parce qu'ils sont retrouvés face à la puissance aérienne israélienne. Donc pour La en revenir, contre-offensive du déversoir. Je me rappelle oui, que ça oui. Et c'est pour ma en revenir jeunesse. au problème en fait auquel sont confrontés les Ukrainiens, c'est que pour ça que derrière toute campagne entre guillemets stratégique, bien sûr, il y a des objectifs directs qui étaient ceux des Russes sur les infrastructures vitales, sur les dépôts militaires, sur les centres de décision, mais il y a aussi également des objectifs indirects qui sont également d'hypothéquer la défense antiaérienne ukrainienne. Alors, il y a la défense des hautes couches qui ne concerne pas forcément l'accompagnement d'une offensive comme celle des Ukrainiens, mais il y avait également des moyens de défense solaire de moyenne portée et de courte portée, puisqu'ils s'étaient confrontés à des missiles de croisière qui volent à moyenne altitude, voire très bas, et également énormément de drones d'origine au départ iranienne, qui sont vraiment ce sont des petits appareils télécommandés qui sont en fait agressés par des moyens de défense solaire courte portée. Et ce sont ces moyens de défense solaire moyenne portée mobile et courte portée mobile qui sont nécessaires pour accompagner une offensive et pour créer cette bulle de défense antiaérienne qui évite logiquement l'intervention des moyens air-sol, donc des appuis aériens de l'adversaire, en l'occurrence des Russes. Donc on peut considérer que ces moyens ont été très hypothéqués par ce qui s'est passé, cette campagne de frappe stratégique qui a été initiée par les Russes et qui continue encore, et qui continue également sur la partie arrière du front ukrainien. Donc je pense pour eux, c'est compliqué de défendre leur centre de décision, leur plot logistique, et en même temps d'accompagner les premières lignes qui avancent vers les Russes, hein, puisqu'en fait, ils ont peut-être pas assez de moyens, et ils n'arrivent pas en tout cas à défendre, euh, à créer une bulle de défense antiaérienne pour ces moyens qui sont à l'offensive. Et parallèlement, évidemment, les Russes ont engagé des moyens aériens qui sont conséquents, que ce soit les hélicoptères K-52, là, via Alligator, qui ont une capacité de frappe avec les missiles laser jusqu'à 8-10 km. Donc c'est important, ça quand même, hein, en termes d'allonge. Et puis ensuite, les Sukhoi 25, qui sont des avions qui sont extrêmement robustes, hein, qui sont comparables au Fairchild, la 10 des Américains. On est sur des avions qui quasiment peuvent voler avec un moteur complètement détruit. Ils sont construits pour ça, de toute façon. Donc, ils ont ce problème d'appui feu des Russes, qui en plus est aggravé par, bien sûr, la supériorité en artillerie des Russes. Alors, c'est très intéressant, puisque à partir de ta remarque, je vais aller vers les difficultés de l'offensive ukrainienne, hein, pendant les 10 à 15 jours qui ont précédé. Donc, gros déficit, bien sûr, en appui aérien de leur part, gros déficit en défense solaire mobile, pardon, mais également un problème pour leurs drones, qui étaient leur force au départ, qui était longtemps leur force jusqu'en octobre dernier, puisqu'à partir des drones tactiques, ils arrivaient notamment à repérer les positions russes et à les frapper avec leur artillerie. Et là, c'est la guerre électronique russe qui intervient, hein, qui neutralise quasiment 100% des drones tactiques ukrainiens. Donc, c'est très problématique pour eux, ce qui fait qu'ils ont avancé sur des zones, bien sûr, qu'ils connaissaient, puisqu'ils avaient des images satellites qui étaient fournies par le renseignement otanien, mais les lignes de défense qu'ils n'ont pas pu atteindre, ils n'ont pas encore atteint les premières lignes de défense russes. Ils ont été frappés sur des zones qu'on appelle des killing zones. En fait, c'est des zones qui sont repérées à l'avance, qui permettent de canaliser les troupes qui sont à l'offensive,
avec des tirs qui sont repérés à l'avance pour l'artillerie, et puis l'intervention, bien sûr des moyens aériens, ce qui fait qu'ils n'ont quasiment pas pu avancer et qu'ils ont eu des pertes qui sont assez conséquentes. Alors on pourrait reprendre les chiffres qui ont été donnés par le ministère de la Défense russe. Bon, évidemment, on peut leur accorder une confiance modérée, mais bon, en tous les cas, je pense que on est sur des pertes quand même qui sont assez conséquentes, et c'est pour ça que dimanche dernier, l'offensive, d'ailleurs, je te l'avais dit, hein, que lorsqu'on avait fait la vidéo, que depuis mercredi, je sentais qu'il y avait une pause opérationnelle Ouais. en suivant les opérations à partir des différentes sources d'informations ouvertes qu'on pouvait avoir. Ils sont rentrés dans une phase de pause opérationnelle, mais qui a une résurgence quand même cette semaine, puisque j'aurai l'occasion d'en reparler. Il y a quand même à nouveau des velléités d'offensive qui se font au moins sur deux secteurs de la part des Ukrainiens, toujours dans la trouée de Zaporizhzhia. Donc voilà où on en est. Alors évidemment, la ligne sur Ovikim, eh bien c'est plusieurs lignes de défense. On va partir sur 3 lignes de défense globalement sur une profondeur d'environ 30 km, hein, suivant les suivant les secteurs, puisqu'il y a des endroits où elle est un peu moins profonde, mais en tout cas, elle est à son maximum dans la trouée de Zaporizhzhia. Ça veut dire que en avant, vous avez de la première ligne, il y a toutes ces zones qui sont repérées et pour canaliser l'adversaire et pour le détruire avant qu'il atteigne la première ligne. Une fois, si la première ligne est atteinte, eh bien, il y aura la deuxième ligne ceux qui tiennent la première ligne vont se replier sur la deuxième ligne. Entre la première et la deuxième ligne, il y a toujours des possibilités de contre-attaque. Pour l'instant, les Russes font des contre-attaques en avant de la première ligne, justement, pour conserver la maîtrise de la zone grise sur les endroits qui leur paraissent intéressants sur le plan tactique. Ensuite, entre la deuxième et la troisième ligne, il y a encore cet espace-là. Et enfin, si jamais les Ukrainiens arrivent à percer la troisième ligne, donc la troisième ligne, euh, c'est l'ouverture, logiquement, vers l'exploitation. Mais là, il va y avoir la réserve stratégique de théâtre russe qui peut intervenir. Sachant que il y a toujours cet inconnu entre le nombre de mobilisés et les troupes qui sont réellement en position en deuxième et troisième ligne, hein, sur le front actuellement. Parce que quand on fait le total, en imaginant même qu'il n'est pas menti sur le nombre de mobilisés, ce qui est possible, hein, il est possible qu'il y ait 500 000 mobilisés, ce qui expliquerait d'ailleurs en partie le côté chaotique de la mobilisation et le manque de matériel qui avait pu être souligné à certains moments. On peut considérer qu'il y a une réserve potentielle de entre 100 000 et 200 000 hommes. Non, c'est pas 100 000 et 200 000 hommes en pleine nature. Ils sont bien entendu dans des unités, des brigades et des divisions. Donc ça, c'est vraiment l'inconnu. Ça c'est après la troisième ligne. Hein. C'est la réserve vraiment de théâtre. Et pour l'instant, on ne sait pas où elle est. Et évidemment, cette réserve-là, elle peut bien sûr contre-attaquer de flanc dès qu'il y a la troisième ligne qui est percée, si les Ukrainiens arrivent jusqu'à percer la troisième ligne, mais elle peut également, si jamais il y avait les Ukrainiens étaient en difficulté à l'issue de leur offensive, pourraient très bien se lancer dans une contre-offensive et puis commencer à reprendre du terrain sur celui qui avait été gagné à l'issue des offensives de Kherson ou de Kharkiv. Donc c'est Alors, vraiment oui. j'ai une question, justement. Alors, faut que les amis qui nous suivent le sachent, on en discute, hein, bien évidemment, avant. Hervé Carès a un souci. Où est passée la 7e compagnie? Non, c'est où est passée la réserve. Euh, De donc, théâtre, de théâtre. Hein. voilà, la réserve de théâtre, bien sûr, où est passée la réserve de théâtre, et il pose la question de la mobilisation cachée. Moi, des informations que je peux recueillir, qui ont les limites hein, qu'elles doivent avoir, m'amènent à considérer que oui, il y a fort probablement une mobilisation cachée et que par conséquent, les Russes sont plus étoffés qu'on ne le pense. Alors, j'ai une question Hervé, est-ce qu'aujourd'hui, avec la couverture du champ de bataille, avec les satellites, avec les drones, avec le renseignement, on peut être dans le brouillard et ne pas savoir où ils sont? Ça dépend comment elle est répartie en fait. Ça dépend comment elle est répartie, comment elle est.
je peux pas te donner de réponse. En tout cas, le fait est, c'est que j'en parlais la dernière fois, j'ai échangé avec Jacques Sapir et il pense un peu la même chose que moi. Pour lui, il y a 100 000 ou 200, il connaît bien, hein, quand même, Oui, ah bah oui. hein, et il pense lui aussi également qu'il y a entre 100 000 et 200 000 hommes qui manquent en fait sur ce qui est présenté, hein, en Oui, effet. mais on les cache pas comme ça. Il y a des Ah non, casernements, il y a... bien sûr, je pense il y a des pays. Le sujet, c'est de savoir où se trouve le centre de gravité. Ça dépend comment sont déployées les troupes. Hein, de même que les Ukrainiens aussi ont une réserve de théâtre, hein, qui est en mesure d'agir, hein, si jamais il y a une difficulté. Et on le verra très bien tout à l'heure lorsque je parlerai des unités. Même pour ce qui concerne le deuxième échelon, on voit qu'il y a des unités qu'on a du mal pour l'instant à positionner. Donc, bien sûr que le renseignement satellite permet d'avoir des informations, mais ça peut être également, euh, comment dire, déjoué par différents moyens. En fait. On peut encore faire de la maskirovska, alors. Ben, c'est simple, il suffit de prendre l'exemple de l'offensive des Ukrainiens sur Kharkiv. Hein. Mais alors, c'est intéressant parce que, encore une fois, Xavier Moreau, beaucoup de gens en ont après lui. Mais bon, moi, je le suis parce qu'il y a toujours de l'information derrière ce qu'il dit. Hein. Et je me rappelle très bien qu'une semaine avant, il avait dit ça bouge dans les forêts à l'ouest de Kharkov. Et apparemment, il y a des rassemblements de troupes. Donc, je ne sais pas d'où il avait l'information, mais certainement qu'il suivait certains sites où les gens avaient de l'information. Le fait est, c'est que là, il y avait une information uniparcellaire. Je pense que les Russes l'avaient également, mais ils n'avaient pas tout simplement les moyens, faute d'effectifs, de se mettre en situation de contrer, et puis ils ont joué en fait au poker. Quoi, hein. De toute façon, l'opération spéciale, jusqu'à ce qu'il y ait la mobilisation et le retrait réussi la traversée réussie du Dniepr, qui est vraiment pour moi la manœuvre opérative qui est le tournant de cette guerre, avec ensuite le passage dans la stratégie défensive et d'attrition vis-à-vis des Ukrainiens, euh, en fait, ils sont en difficulté parce que tout simplement, ils ont pas assez d'effectifs. Hein, et c'est pour ça que le tournant de la guerre, dans le sens où elle va durer, hein, c'est le franchissement rétrograde du Dniepr par les Russes, parce que si les Russes avaient été en difficulté de l'autre côté du Dniepr et avaient été obligés de le traverser dans de très mauvaises conditions, un peu comme euh, les Anglais avaient traversé le bras de Manche à Dunkerque, ça aurait été compliqué pour eux de continuer la guerre quand même, parce que c'était parmi leurs meilleures troupes et qu'ils auraient laissé énormément de matériel. Donc ça a été un retrait opératif qui a été mené de main de maître et qui est vraiment le tournant, à mon avis, stratégique de cette guerre, parce que là, le fait est, c'est que les Ukrainiens, s'ils avaient piégé ces 20 000 Russes qui étaient de l'autre côté, et ils en avaient la capacité de les piéger, parce qu'ils étaient quand même dans une situation qui était difficile sur le plan logistique. Eh bien là, la guerre peut-être serait terminée prématurément avec des négociations qui auraient été à l'avantage des Ukrainiens, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Donc on Alors, est, oui, si on reprend le déroulé, on a d'abord l'opération militaire spéciale qui vise une négociation rapide, dont Poutine vient nous dire aujourd'hui, elle a eu lieu, regardez là le document. Et ensuite, tu considères que la transition qui permet d'être aujourd'hui dans une guerre de position, guerre d'attrition, la bataille de Bakhmout, hein, les lignes défensives, c'est la mutation organisée par Surovikin et dont le vrai exploit militaire improvisé, enfin, c'est-à-dire qui a été fait dans l'urgence, pas improvisé. Non mais je ne me permettrai pas de moi, prétendre qu'on improvise une ouais. opération comme celle-là. Bon, Mais évidemment, évidemment, je t'entends souvent le dire, le tournant, c'est que cette réussite-là permet de passer à une autre guerre qui n'est pas la première. avec la mobilisation et bien sûr bloquer également l'offensive des Ukrainiens. Alors je pense qu'ils étaient arrivés en limite de potentiel sur Kharkov pour plein de raisons, et puis les allongements également logistiques. Et puis même s'ils ont beaucoup avancé, ça a été coûteux pour eux parce que de toute façon depuis le début ils sont confrontés à la supériorité d'artillerie russe et aux appuis air-sol russes. Parce qu'on parle des Sukhoi 25 en ce moment, mais ils ont toujours intervenu hein, sur sur le front, hein, de toute manière. Alors, pas au-delà, parce que c'est compliqué pour eux, mais sur la ligne de front, la ligne de contact, ils sont toujours intervenus. Oui, pour moi, c'est vraiment un élément fondamental, cette traversée du Dniepr.
qui n'a pas été faite en 2 jours, hein, puisque lorsqu'ils ont annoncé on va traverser le Dniepr et que le 11 c'était terminé, ça c'est impossible. Donc le Dniepr, il a commencé à être traversé dès quasiment que Surovikin a pris le commandement, puisque c'était un plan qui était prévu. C'était toujours des plans, de toute façon dans les armées, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on fait toujours des plans. De même que les Ukrainiens, s'ils voient que ça bloque, ils ont forcément des plans euh, alternatifs, hein, pour rechercher d'autres opportunités. De toute façon, il faut partir du principe qu'on n'a pas à faire des idiots, de toute façon. Hein. Je parle des militaires. Après, les politiques, c'est un autre sujet, parce que les politiques, ils ont d'autres enjeux. Mais les militaires, ils connaissent leur boulot, donc ils savent très bien, Je suis euh, d'accord. techniquement, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et sur le plan de la guerre, ce qu'il faut faire, quoi. Hein. Donc le gros talon d'Achille des Russes, depuis le début, c'était ce manque d'effectifs, qui en plus avait été amoindri, notamment au nord, par la tentative d'encerclement de Kiev pour faire pression sur le gouvernement. En fait, la première phase de la guerre, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker qui a des gains paradoxaux, parce que au nord, sur Kharkiv, sur Kiev, c'est plutôt une situation difficile, mais au sud, ils vont quasiment jusqu'à Nikolaïev. Et on pense même qu'il y avait Spetsnaz, qu'il y avait un journaliste français qui avait été arrêté sur la route par des Spetsnaz. Il n'était pas loin des banlieues d'Odessa. Donc ils sont allés très très loin au sud en fait, et avec très très peu d'effectifs. Hein. Ça a été vraiment un blitzkrieg réussi. Après, ils ont eu des problèmes pour se maintenir, simplement par manque d'effectifs, et ensuite ça s'est terminé avec la zone de Kherson qui était à l'ouest du Dniepr, et puis le retrait. Mais on est sur quelque chose, on peut pas dire que c'est un échec. Hein, j'ai l'impression que ça bloque là. Oui, ça a bloqué un petit peu, mais on t'entend toujours. Vas-y, Ouais, poursuis. ouais, ouais. En fait, c'est un échec sur le plan des négociations, puisqu'ils n'arrivent pas à atteindre leur but politique, qui était certainement d'amener les Ukrainiens à négocier rapidement. Mais au sud, sur le plan militaire, c'est un succès, quoi qu'on en dise. Et puis, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, c'est qu'ils sont partis quand même. C'est un coup de poker à l'attaque pour différentes raisons, avec simplement un sous-effectif flagrant. Hein, quand on parle de 160 000 hommes, il faut compter un combattant pour 2 à 3 logisticiens. Ça fait pas beaucoup de combattants, en fait. Voilà, donc bref. Donc on est ensuite sur cette deuxième phase de la guerre où il y a cette stratégie d'attrition. Et puis entre-temps, avant de, de, de passer à cette phase d'attrition, ils avaient également commencé à avancer dans le Donbass, hein, avec toutes les prises qu'ils avaient faites, hein, jusqu'à l'arrivée sur Bakhmout, l'arrivée sur Bakhmout, qu'on considère à peu près les premières offensives sur Bakhmout, de mémoire, c'est octobre 2022, avec Wagner qui reflue ensuite, et on arrive sur un combat qui s'inscrit en fait dans la stratégie d'attrition qu'ils ont commencé à mettre en place. Voilà. Donc une stratégie qui leur est favorable, tout simplement parce que, ils ont énormément d'appui-feu avec leur artillerie. Deux, ils ont un problème de ressources humaines, parce que quoi qu'on en dise, ce n'est pas l'armée soviétique avec des millions de soldats, c'est une armée avec des effectifs comptés et qui doit protéger ses effectifs par deux moyens, par l'artillerie et par Wagner, qui sont des irréguliers. Euh, de facto, un mort de Wagner, c'est moins grave qu'un mort de l'armée régulière. Hein, et surtout parce qu'il faut conserver l'acceptabilité de cette opération spéciale vis-à-vis de la population russe, sur le plan politique, et bien sûr sur le plan économique, sachant qu'on est face à une économie russe qui tourne à plein régime, hein, depuis juillet dernier, quasiment beaucoup d'usines tournent en 38, avec une pénurie de main-d'œuvre, notamment une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est pour cela que ils ont vraiment cette tension sur leurs effectifs et qui vont surtout pas les sacrifier bêtement. D'ailleurs, ce qu'ils font actuellement sur ce que l'on appelle la ligne Surovikin, c'est ce qu'on appelle de la défense élastique. Hein. Ils ne cherchent pas du tout à tenir les positions. Ils n'ont aucun intérêt dès qu'ils voient. D'ailleurs, ils l'ont toujours fait. Hein. Quand on fait le bilan de toute cette guerre, dès que les Russes sont en difficulté, ils se font retirer. Que ce soit sur Kiev ou que ce soit sur Kherson, ils ont préféré se retirer. Donc, sur le plan stratégique, c'est assez cohérent. Donc là, tout simplement, ben, ils se retirent, ensuite ils font simplement jouer leurs appuis-feu, et ensuite ils contre-attaquent et ils reprennent la zone grise qui avait été occupée temporairement par les Ukrainiens, après que les Ukrainiens se soient fait assommer par l'artillerie et l'aviation russe. Et d'où les pertes importantes des Ukrainiens sur ces 15 jours, avec des gains qui sont communicationnels, je veux dire, parce que c'est la prise de ces villages, évidemment, c'est pour montrer à la population ukrainienne que
bien sûr, il y a des noms, ainsi de suite, mais qu'ils avancent, mais on est loin d'objectifs stratégiques par rapport à ce qui pourrait être pour, pour cette offensive, en fait. Puisqu'il est clair que cette offensive, son but, c'est quand même d'avancer vers la mer d'Azov, à partir de la trouée des Zaporijia. Hein. Donc, il y a certainement un plan qui pensait être gagnant, parce que je pense qu'ils avaient sous-estimé la capacité de résistance des Russes, ce qui peut paraître un peu étonnant, sachant que, comme je l'ai dit la semaine dernière, les officiers de l'état-major ukrainien sont des officiers qui ont été formés par les académies soviétiques, donc ils connaissent très bien la doctrine de défense russe. Hein, et surtout, ils avaient le renseignement satellite, puisque le renseignement satellite, ils savaient forcément l'épaisseur des lignes de. Je pense qu'ils ont pensé que le moral des Russes était flageolant. Et c'est là où on arrive parfois à ce qu'on appelle l'auto-intoxication. C'est que souvent, euh, en fait, on arrive à s'intoxiquer parfois par sa propre désinformation. Alors, non pas de manière factuelle, puisqu'on voit toujours les positions et de la manière dont elles sont obtenues, hein, sur le plan matériel, mais on imagine que l'ennemi, en fait, a un moral qui est flagellant et flash volant, pardon. Et donc de ce fait, on se dit que ça va passer en fait. Mais non, ça passe pas. Et c'est là tout le problème. Et le problème également vient se rajouter là-dessus, c'est un problème logistique pour les Ukrainiens hein, qui est criant parce que quand on fait le bilan des, des, des 9 brigades de manœuvre, je parle des 9 brigades de manœuvre qui ont été formées, équipées par les Otaniens, ces brigades mécanisées, il y a, de mémoire, il y a 4 ou 5 types de chars. Alors, 4 ou 5 types de chars, il y a des chars de type soviétique, T-72, T-64, T-55 rénovés. Mais il y a également des chars d'origine de l'Ouest, hein, donc des léopards, pas forcément d'ailleurs de même série, des A6, des A4. Ensuite, on va trouver du Challenger. Sur les véhicules de combat d'infanterie, on va trouver du M113, on va trouver du Bulldog, c'est de l'ancien Trojan, c'est du véhicule anglais qui ressemble au M113, qui a été rétrofité dernièrement pour le mettre à jour. Le M113 et le Trojan, c'est des vieux véhicules quand même, hein, c'est des véhicules qui sont dépassés. Hein. On va retrouver ensuite du Bradley, bon ça c'est du véhicule qui est quand même relativement récent et toujours opérationnel. Ensuite, on va retrouver du Marder, même si c'est un des plus anciens, c'est un véhicule qui est également assez performant. Donc ça, c'est des véhicules chenillés. Ensuite, on va trouver pas mal de véhicules blindés à roues. Il y a une grande disparité des moyens. Donc sur le plan logistique, c'est un vrai cauchemar. Et je parle des moyens, on parle de la maintenance. Hein. Ça veut dire que dès qu'un engin est endommagé, il faut qu'il puisse être réparé rapidement et par les ateliers qui se trouvent à une dizaine ou une vingtaine de kilomètres du front. Hein. Donc les premières réparations pour qu'ils puissent repartir. Mais il y a également ensuite le problème des munitions. Quand vous faites le bilan des calibres, hein, je parle pour les chars, il y a du 105, du 120, ensuite c'est du 125. Pour l'artillerie, ils ont du 155, ils ont du 122. Alors je parle des brigades, hein, parce que après il y a des brigades d'artillerie, ils ont des calibres qui sont différents. Je parle vraiment de ces 9 brigades mécanisées comme un régiment d'artillerie par brigade. Ils ont du 105. Alors le 105 typiquement c'est une munition qui n'est pas très efficace contre les fortifications. Elle est pas assez puissante, efficace contre des troupes qui sont en terrain découvert. Donc elles ont du 155. Alors évidemment derrière il y a les brigades d'artillerie qui les appuient, mais en appui on va dire de mobilité et en boucle courte. En fait ils ont pas énormément de moyens, pas beaucoup de chars et une grande disparité de moyens. Donc présenter ces brigades comme des brigades high-tech, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que ils ont des moyens de haute technologie comme les léopards et comme les challengers, mais de manière échantillonnaire. Et puis la grosse masse, ou les Bradley ou les Marder, mais la grosse masse des moyens sont des moyens qu'on peut considérer comme dépassés. Le M113, même dans ses versions revalorisées, c'est un vieil engin. C'est un vieil engin. D'où justement la réflexion que l'on peut se poser sur, bon, c'était également des opérations de communication, hein, sur le nombre de matériel russe qui aurait été vraiment récupéré par les Ukrainiens lors des phases offensives et notamment lors de la première phase offensive au nord de Kiev et sur Kharkiv. Parce que le fait est, c'est que on voit très bien qu'ils ont besoin de cet appui échantillonnaire de la part des Occidentaux.
et avec des matériels qui sont ou obsolètes, d'origine occidentale, ou parfois même des ex-soviétiques. On retrouve des BMP-1 hein, dans certaines des brigades qui ont été formées par les Occidentaux. Le BMP-1, c'est un matériel que l'on retrouve chez les Russes que dans les ex-milices. Hein. C'est un matériel qui est vraiment ancien. Hein. Donc les ex-milices, ou que ce soit les milices des ex-républiques, c'est vraiment un matériel qui n'a plus cours dans l'armée russe. Donc tous ces matériels anciens, on va les retrouver chez les Russes dans guillemets, chez les troupes qui ex-troupes supplétives. De même, lorsqu'on s'est moqué, les blogueurs pro-ukrainiens se moquaient de voir les trains qui allaient vers le front avec des T-54 et T-55, des T-54 et T-55 qu'ils amenaient, ils ont été utilisés sur la ligne surovitique justement pour être embossés, pour devenir des fortins. Donc, il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à toutes les informations que l'on peut avoir et voir quel est le sens caché en fait derrière tout ça. Au lieu d'être dans la moquerie, d'abord on n'a pas à se moquer de ce qui se passe sur le terrain, puisqu'il y a quand même des hommes qui meurent et des hommes qui souffrent, hein, que ça soit sur le front ou même à l'arrière du front, puisque il y a les bombardements russes sur les villes ukrainiennes. Hein, qui ratent pour différentes raisons leur cible. Et ensuite, mais on n'en parle pas dans nos médias, il y a les bombardements sur les zones dites rebelles ou oui, les zones rebelles du Donbass, ville de Donetsk par exemple, est bombardée quasiment tous les jours. Il n'y a pas d'objectif militaire sur Donetsk. Hein, il y a globalement tous les jours quasiment 1 à 2 morts et une dizaine de blessés. Mais Et par des ouais. c'est ça qui est un peu tragique. D'abord, quand on va sur les réseaux, que ce soit sur Telegram ou que ce soit sur Twitter, quand on voit la joie mauvaise d'un certain nombre de part et d'autre, hein, d'un certain nombre de Oui, tout à personnes, fait, ouais. et les Russes ne sont pas en retard. Parfois, il y a la fameuse histoire à laquelle moi je souscris pas, des primes données aux artilleurs russes qui détruisent des léopards. Léopards, chars allemands, etc. Et donc, circulent des histoires selon lesquelles les Ukrainiens ne voudraient pas servir sur les léopards, les saboteraient, etc. Hein, bon, quand on voit dans le bilan, on a 246 chars détruits ukrainiens, le bilan de Poutine, Ouais, dont ouais. 13 chars blindés occidentaux. 13, c'est pas beaucoup quand même. Hein, donc, voilà, je pense qu'il y a... Enfin, j'ai utilisé un drôle de terme, c'est pas intéressant, je veux dire, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, effectivement, tu viens de faire toute une description des handicaps des Ukrainiens, ça finit par faire beaucoup, hein, sur l'absence d'homogénéité de leur armement, l'absence de couverture aérienne, l'infériorité drastique en matière d'artillerie. Mais, Faut, mais, mais c'est pas pour autant qu'ils ne pourront pas percer, en fait, puisqu'on va observer comment ils vont... là, ils ont réarticulé leurs moyens. Donc, on en reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera du terrain. Hein. Ils ont réarticulé leurs moyens. On voit qu'il y a de nouveau des poussées, notamment des poussées qui se font le long du Dniepr. Tu te rappelles de l'hypothèse que j'avais faite hein, comme par hasard, on parle beaucoup de la centrale de Zaporijjia en ce moment. Hein. Donc, on est en pleine opération psychologique hein, en termes de désinformation puisque soi-disant que les Russes, encore une fois, voudraient saboter la centrale. Alors, il y a une semaine, c'était les Ukrainiens qui voulaient faire une bombe sale, puisque la désinformation, elle est des deux côtés. Mais là, tout ce qui se focalise sur la centrale de Zaporijjia, c'est pas nouveau, c'est toujours intéressant. Sachant qu'il y a eu une proposition quand même de la part de l'ONU qui était de la mettre en zone démilitarisée avec en zone ONU en fait, et ça a été refusé, et notamment ça a été refusé par les Ukrainiens. Donc, on voit que c'est un vrai enjeu stratégique, hein, et je ne peux pas concevoir que l'offensive ukrainienne ait été pensée sans qu'il y ait parmi les objectifs celui de la centrale de Zaporijjia. C'est impensable, en fait. Impensable. D'abord parce que historiquement, on voit que les Ukrainiens ont cherché plusieurs fois à mener des assauts amphibies sur la centrale, et que lorsque les Russes s'auto-bombardaient, non mais je plaisante, hein, c'était certainement pour rendre difficile justement les troupes russes qui assuraient la sécurité de la centrale, hein, tout simplement parce qu'ils veulent pas que les Ukrainiens la reprennent, pour les raisons que je t'ai expliquées. Une fois que saisir une installation comme celle-là, ça peut se faire que quasiment par des combats d'infanterie pour éviter justement
le drame absolu qui serait qu'il y ait des frappes d'artillerie sur les forces vives de la centrale et sur les zones qui sont vraiment dangereuses sur le plan de la sécurité nucléaire. Donc ça reste toujours un enjeu stratégique. Hein. De mémoire, c'est 9 réacteurs, hein, c'est la plus grande centrale d'Europe, donc c'est vraiment un enjeu stratégique. Hein. Et c'est la plus grosse centrale, bien sûr, d'Ukraine. Voilà. Donc on est vraiment sur un sujet qui est central, c'est le cas de le dire, hein, la centrale de Zaporijia ou d'Energodar, comme tu aimes dire. Alors, on va passer à la carte, hein, pour faire un petit hein, voilà. Donc, tu vois la carte, c'est bon? Non, je ne la vois pas. Et là? La voilà, je la vois. Ok, Parfait. ok. J'enlève les trucs sur le côté, hein. Le truc Telegram. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, tout ce qui est en rouge, c'est les Russes, bien sûr. Tout ce qui est en bleu, c'est les Ukrainiens. Les zones qui apparaissent en jaune hachuré, ce sont les zones qui ont été reconquises lors des offensives de Kherson et de Kharkiv. Euh, et ensuite, les petites zones hachurées que l'on va voir sur la trouée de Zaporijia sont les zones qui sont reconquises par les Ukrainiens, mais qui sont souvent des zones, qui sont d'ailleurs des zones qu'on considère en zone grise. Donc, la zone grise, c'est la zone qui est disputée entre les deux belligérants. Donc, on va donc aller de la mer Noire et remonter jusqu'à la zone de Briansk et Belgorod. Donc, sur le Dniepr, eh bien, il y a eu quelques opérations commando de la part des Ukrainiens la semaine passée, rien de significatif. Ensuite, lorsque l'on remonte vers notamment la centrale d'Energodar qui se trouve là, eh bien, là, justement, je vous parlais tout à l'heure de l'assèchement en fait du réservoir. Bon, le fait est, c'est qu'on est vraiment sur une zone presque lagunaire ou de marécage maintenant. Et le fait est, c'est que il y a une ex-route qui est réapparue là et qui se trouverait à peu près à cet endroit-là et qui pourrait être carrossable d'ici quelques temps. Donc, pour l'instant, de toute façon, cette zone-là n'est pas praticable par les véhicules. Mais on ne peut pas s'interdire de penser qu'à partir du moment où la centrale de Zaporijia est un objectif symbolique et stratégique majeur, que les Ukrainiens ne vont pas chercher à faire une opération sur la centrale, que ça soit au travers de l'ex-réservoir, donc en le traversant, même si les conditions ne sont pas idoines, ou également en bouclant également avec une avancée, ce que je disais, le long du Dniepr, à partir de cette zone-là. Et ce qu'on peut remarquer depuis le début de la semaine, c'est qu'il y a une forte augmentation de l'intensité des combats dans cette zone-là, hein, notamment sur cette zone-là avec ce village dont j'ai oublié le nom, toujours du mal moi avec les noms de ces localités, qui a été disputé, repris par les Ukrainiens et les Russes. Où est-ce que je l'ai? Oui, c'est le village de Pak, Pak, Kaki, c'est imprononçable pour moi. En tout cas, c'est un village qui a été disputé toute la semaine. Les Ukrainiens l'ont pris, ensuite les Russes l'ont repris, les Ukrainiens sont sur les hauteurs à l'ouest, les Russes sont sur les hauteurs à l'est. Bon, globalement, les Ukrainiens le prennent. Ensuite, comme d'habitude, depuis ce qui se passe depuis 15 jours. Ensuite, il y a une frappe d'artillerie russe. Ensuite, les Russes la reprennent. Bon, on est typiquement dans le type de va-et-vient qui a lieu. C'est toujours la même brigade qui est sur ces assauts-là. C'est la 128e brigade de montagne ukrainienne. Donc, je pense qu'elle commence à être assez fatiguée et usée. Hein. Donc, on verra dans quelle mesure elle peut continuer ses assauts parce que le fait est, comme je l'avais dit depuis le départ, contrairement à ce qui se dit sur les plateaux télé, sur les 9 brigades qui ont été formées et équipées par les Occidentaux, il y en a 5 qu'on peut considérer comme déjà engagées en première ligne. Il y a la 37e brigade d'infanterie de marine, la 21e brigade qui avait justement des léopards ADM 113, hein, la 33e brigade qui avait également des léopards, hein,
Alors c'est elle qui a la plus forte quantité de léopards. Hein. Ensuite, il y a la 32e brigade également qui a été engagée et la 47e brigade. Ce sont donc 5 brigades mécanisées dont on a pu repérer les matériels engagés en première ligne. Ensuite, il y a une inconnue sur trois autres, deux, trois autres brigades. Hein. Donc c'est la 116e brigade mécanisée, la 117e, la 18e brigade mécanisée, on ne sait pas où elles sont, et bien sûr la 82e brigade d'assaut par air, qui est vraiment l'unité la plus puissante qui a été formée par les Occidentaux. C'est là où on va retrouver les Challengers, les Marders, mais également les véhicules Striker, pardon, d'origine russe, d'origine américaine. Et donc celle-là, pour l'instant, on a remarqué un Striker qui avait été endommagé vers Velika, donc ça veut dire qu'elle est dans la zone de, de Zaporizhzhia. Donc globalement, ces 4 brigades-là, la 82e, la 118e, la 117e, la 116, on peut considérer que c'est le deuxième échelon du premier échelon qui a été engagé, ce qui peut paraître cohérent, hein, en fait. Hein. Un premier échelon qui a essuyé beaucoup de pertes, notamment la 47e brigade mécanisée hein, et la 37e. Mais d'ailleurs, la 47e brigade mécanisée a été complétée par 2 bataillons. C'est dire qu'en fait, on a certainement eu des soucis importants en termes de potentiel. Donc, il y a 2 bataillons d'infanterie qui viennent à renforcer. Donc, on est vraiment sur un premier échelon qui a été très entamé par les défenses russes, avec 3 brigades, pardon, qui ont vraiment, à mon avis, souffert des combats. La 37e brigade mécanisée, la 47e, et bien sûr, la 128e brigade mécanisée qui se trouve justement sur ce secteur. Les autres se trouvent là. Hein. Donc, on est sur vraiment cette poussée vers là, ou cette poussée vers Tokmak. Tokmak, c'est à peu près à 30 km. Et également, il y a également ce secteur-là, dans la trouée de Zaporizhzhia, au sud de Donetsk, qui est également actif. C'est là où on va retrouver la 37e brigade. De toute façon, c'est simple. On voit très bien les... Alors évidemment, c'est assez schématique. Hein. On voit très bien les groupements d'unités. C'est quand même assez parlant. Donc on a la trouée de Zaporizhzhia avec des combats intenses sur 3 axes, mais surtout depuis une semaine sur le long du Dniepr. Donc ce qui pourrait confirmer l'hypothèse que l'on avait formulée avec cet objectif de prise de la centrale de Zaporizhzhia comme un des objectifs stratégiques de l'offensive ukrainienne. Pour les raisons que j'avais évoquées la semaine dernière, tout simplement, ça évite de s'exposer, si on perce, d'exposer 2 flancs, le flanc droit et le flanc gauche, et donc d'avoir la nécessité de se couvrir face à 2 directions. Alors que là, on peut très bien se couvrir face à une seule direction. Ensuite, le problème des moyens solaires mobiles de moyenne et courte portée, il est résolu puisqu'on n'a plus qu'à se couvrir face à l'est, puisque on ne risque pas d'être attaqué de part et d'autre, comme si on perçait dans un couloir ici en direction du Tokmak. Voilà. Donc ensuite, sur le reste du front, bien sûr, Donetsk, on a toujours des combats, qui pour moi sont des combats qui sont liés à la nécessité de fixer en fait les forces russes. Alors, au nord de la trouée de Zaporizhzhia, là, vers le saillant, j'ai toujours du mal avec les noms, le saillant ça me reviendra, de Vremensky, le saillant, là où il y Ah a la oui, 37e BM. oui, Donc c'est un saillant qui est très disputé aussi. Là, j'ai du mal à voir l'axe de progression éventuellement. Ça pourrait être sur cet effort global sur la trouée de Zaporizhzhia, ça pourrait être également le but de chercher à fixer également des troupes russes. Hein. Puisque vraiment les axes de pénétration, on va les trouver vers Tokmak et le long du Dniepr. Hein, ce qui paraît évident, hein, vu d'ici. Hein. Ensuite, bon, sur Donetsk, ensuite, il y a bien sûr la zone de Bakhmut, où ça continue et bien sûr à se battre au nord et au sud, mais il n'y a pas d'avancée notable. Hein. On est toujours sur une situation qui est comparable à ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a la contre-offensive qui a été notée de la part des Russes sur le secteur de Kupiansk et Liman. Hein, donc avec la volonté certainement de pousser vers Liman et de pousser vers Kupiansk, on trouve.
Et pourquoi? Alors, faut pas oublier que la semaine dernière, Poutine a parlé d'une zone tampon là pour protéger les incursions de la zone de Belgorod, sachant que les zones de Belgorod et de Bryansk qui se trouvent donc le long de la frontière continuent à être bombardées par l'artillerie ukrainienne. Euh, je pense qu'on peut faire quand même un rapport avec cette contre-offensive sur ce secteur-là. D'abord pour mobiliser des troupes ukrainiennes qui avaient tendance à venir faire des incursions sur la zone frontalière russe, et ensuite éventuellement profiter d'une opportunité, hein, euh, tout simplement parce que ils considèrent que les troupes ukrainiennes en face commenceraient à être amenuisées du fait de l'offensive qui se passe sur les autres fronts. Voilà, donc là, c'est à surveiller. Hein. Je ne peux pas avoir d'autres éléments. Il faudra voir si les Russes arrivent à pénétrer le dispositif ukrainien. Ils ont commencé à entamer la première ligne. Et ensuite, on verra si la deuxième ligne, qui va se trouver le long des coupures humides, là, et notamment qui se retranchera dans les localités de Liman et de Kupiansk, sera en mesure d'arrêter si jamais ils arrivent jusqu'à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, c'est vraiment hypothétique. Hein. On ne peut pas dire que c'est vraiment une contre-offensive avec une avancée notable à suivre la semaine prochaine. Voilà. Bon, écoute, moi, j'ai terminé. Hein. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, attends, je vais arrêter le partage. Hop, on va se retrouver au milieu. Voilà. Alors, effectivement, c'est très intéressant de redescendre vers ben, le terrain, justement, au plus près, hein, de regarder les aspects tactiques, d'essayer d'imaginer quels vont être les mouvements. Alors, simplement, je vais revenir un petit peu, après t'avoir écouté, je vais revenir un petit peu sur, enfin, je vais reprendre peut-être un petit peu de hauteur, au sens où les Ukrainiens, tu as fait une description de leur handicap, au pluriel, hein, nombreux, sur le fait que depuis 15 jours, alors que incontestablement, ils se sont battus, hein, ils y ont été, bon, qu'ils n'ont pas encore entamé la première ligne, et que derrière, on ne sait pas trop où en sont les Russes en ce qui concerne leurs réserves. Et je pense à la réserve en hommes, mais il y a la réserve aussi en matériel, parce que, Mm. je veux dire, ils ont quand même enfin, d'abord il y a l'artillerie, mais ils ont aussi des chars en très grand nombre, ils ont des chars ultra modernes, hein, Mm. alors je pense pas que le T-14 Armata va être engagé, mais le T-90, moi j'avais vu les trains là qui montaient en ligne, mais il y a déjà quelques semaines, sinon quelques mois. Et puis il y a un autre problème, moi, qui m'apparaît, c'est que quand je vois la façon dont ça s'est passé à Moscou, à Saint-Pétersbourg d'ailleurs, autour du SPIEF, hein, cette manifestation économique, le calme affiché par Vladimir Poutine, les choses qu'il a dites, tout ça est tactique, tout ça est stratégique aussi, mais les Ukrainiens perçant la première ligne, éventuellement la deuxième et éventuellement la troisième, je pense pas que les Russes puissent se le permettre, au sens où ils ont des moyens, et à ce moment-là, ça changerait la donne. Si, ils peuvent pas se le permettre pour des raisons politiques, pour des raisons géostratégiques, vis-à-vis du Sud global, hein, vis-à-vis du Sud global, qui n'est pas concerné directement par la guerre, même si beaucoup considèrent que ce sont les Russes qui font le boulot, je pense aux Chinois. Voilà, je reste très circonspect sur les perspectives. Alors, tu as, en parlant un peu de ce qui se passait plus dans le Nord, sur un front très long quand même, hein, tu as parlé d'une éventuelle contre-offensive. Si les Ukrainiens s'essoufflent, si ils ont des pertes trop importantes, euh, la question de savoir est-ce que au mois de juillet 2023, 80 ans après Koursk, il nous ferait un coup de revers. Je ne sais pas du tout. Euh, on en a parlé. Moi, je pense
pas que ce soit éventuellement stratégiquement, politiquement, géopolitiquement leur intérêt. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de cette nature qui serait à faire. D'abord parce que ça serait coûteux aussi, hein. Ce serait coûteux aussi, compte tenu de ce qu'est devenu la guerre. Moi, ça me surprend beaucoup, quoi. J'ai, comme tout le monde, une culture militaire, j'ai lu l'histoire et de voir tout ce qui a changé, même par rapport aux guerres du Golfe, qui étaient des conflits d'une nature très différente, c'est quand même assez étonnant. Donc voilà, c'était une observation que je faisais sur le fait que je vois mal les Ukrainiens arriver à des choses significatives dans cette période. Et on sent quand même en Occident, on sent des éléments de réflexion, on sent des contradictions qui commencent à vraiment s'exprimer, y compris avec bon, les plus excités des pro-ukrainiens qui sont en train de dire que c'est du défaitisme, qu'il faut arrêter. LCI ayant fait quelques inflexions de sa propagande, mais il fallait entendre Melnik, la Poédie, Tenzer, disant qu'est-ce que ça veut dire, ça y est, ils ont pris le parti de Poutine, ce qui montre bien quand même une attitude extrêmement inquiète. Bon, donc Hervé, oui? Alors, je voudrais faire Chavny, je voulais parler de la désinformation. Alors, la Ah oui, oui, oui. désinformation, il y en a des deux côtés. Celle des Russes, elle ne nous touche pas, parce qu'il faut aller la chercher. Et c'est intéressant d'aller la chercher, parce que derrière la désinformation, il y a toujours de l'information, savoir lire entre les lignes. Hein. Mais en tout cas, sur celle qui nous touche, et dont le fleuron, bien sûr, malheureusement, hein, je dirais, c'est LCI, puisque je suis vraiment étonné, voire effaré de voir la ligne éditoriale de LCI sur ce conflit. Hein. Donc bref. Donc, alors c'est aussi le méfait des chaînes 24/7, parce qu'elles doivent tenir l'audience, donc elles peuvent pas rester sans événements. On l'a vu au moment des attentats sur Paris, ça peut être compliqué et parfois même contre-productif hein, vis-à-vis de l'information. Mais là, en tous les cas, moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, dès qu'il y a une vidéo qui sort de sources ukrainiennes ou validée par les services de renseignement anglo-saxons, personne ne se pose la question de, en se posant des questions simples, de la validité de la vidéo. Hein. Si, Et, si, si, si. et, et de pourquoi, et surtout pourquoi cette vidéo sort à ce moment-là déjà également. Si, si, il y a quelqu'un qui s'en préoccupe, je l'ai déjà dit, il s'appelle Hervé Carès, c'est son compte Twitter, l'algorithme l'a repéré vis-à-vis de moi, hein, et donc quand je vais faire un petit tour sur Twitter pour voir ce qu'on y raconte, hein, immédiatement l'algorithme m'envoie les âneries d'LCI et les commentaires effarés, mais souvent drôles, hein, parce que c'est un galopin aussi, Hervé Carès, hein, comment, non, je plaisante, mais voilà, Alors, il fait avec humour. Inscrivez-vous, je le répète. l'avantage de LCI, c'est que ça permet de suivre un petit peu ce qui se dit, ce qui se raconte, on va dire plutôt. Et cette semaine, donc il y a eu bien sûr, j'en ai parlé, l'épisode de barrage. Maintenant, c'est clair sur LCI, c'est les Russes. Mais il y a eu aussi une vidéo qui est sortie cette semaine qui montre des soldats russes qui sont des soldats qui ont refusé d'aller au front. Elle est présentée comme ça, la vidéo. Ils sont évidemment incarcérés dans des conditions déplorables, hein, mais on leur a laissé leur portable pour qu'ils puissent filmer les conditions déplorables dans lesquelles ils sont. Alors, ça veut dire qu'ils ont des portables qui sont chargés et on leur a laissé. Et personne sur le plateau se pose la question. C'est étonnant. Alors, sachant que c'est une vidéo qui ressort là maintenant, mais qui était sortie il y a quelques mois aussi, parce que quelqu'un me l'a fait remarquer. Non, mais si tu veux, quand c'est grotesque et grossier comme ça, il faut quand même s'interroger à minima. C'est une question de bon sens. On en revient aux Russes chaque fois qu'ils ont une infrastructure de haute valeur ajoutée qu'ils ont réussi à capturer, ils la bombardent. Donc ils ont réussi à Mais construire et la bombardent. C'est du je bon crois, sens. En fait. je crois que faut pas se faire d'illusions sur les personnes concernées. Alors quand je parle de la poédie, celles que j'appelais les blondes d'astreinte sur LCI ou Melnik, qui sont des militants. Il est militant d'une cause, ils sont en guerre contre la Russie. Ok, ça, je veux dire à la limite, C'est logique. polémiquer avec eux. Pardon? C'est leur rôle.
C'est normal. Oui, 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 non, puis, et puis on a le droit parce que Melnik, il a son histoire. À la Poédie a d'abord été, elle a travaillé pour les Russes. Maintenant, enfin, peu importe. Mais là, il s'agit de journalistes français, de chaînes d'information françaises. Enfin bon, Rochebain est suisse, comme Jacques Beau et comme Slobodan Despot. Mais le problème, c'est qu'ils sont au service d'une cause, ils sont pas engagés comme ceux que je citais auparavant. Ce sont des gens qui font un triste boulot et ce comportement que tu décris témoigne d'une forme de lâcheté morale, quoi. Ils savent très bien qu'il y a un cynisme, ils savent très bien que ils font pas leur métier de journaliste, aucune critique des sources, rien. Ils sont là pour faire passer un message de propagande. Lorsque J'en cette suis pas convaincu, séquence, hein. comment? Je pense que j'en suis pas convaincu. Je pense qu'ils sont convaincus. J'écoute bien hein, quand même, qu'ils sont convaincus pour certains de ce qu'ils racontent et de ce qu'ils diffusent. Hein, j'en suis et ils se posent pas la question en fait de la source ou des circonstances. On a un désaccord là-dessus parce que si on prend par exemple un journaliste ultra-européiste qui est Jean Quatremer et est devenu, c'est lui qui voulait faire l'épuration ethnique en Euh, Crimée. Je l'ai connu, je l'ai vu capable, je suis en désaccord absolument sur tout, mais je l'ai vu et connu capable de faire effectivement une approche journalistique sur ce qui se passait à Bruxelles. Et là, il a perdu les pédales. Et il le fait pas parce qu'il est devenu spécialement fou, parce que non, 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 il le fait parce que il pense que c'est bon pour la cause. Certains sont payés pour le faire. Les convictions de Pujadas, il y en a pas. Il n'y en a non, il y en a pas. pas. Il y en a pas. Là, il y en a pas. Mais oui, il y a bien sûr des journalistes qui sont militants, mais ça se voit tout de suite dans leur discours. En fait, euh, ce qui est derrière le fait, c'est souvent le qualificatif du fait qui est intéressant. Hein. Donc, un fait, il suffit de mettre un adjectif suivant à qui on adresse le fait pour le rendre, on va dire, positif ou négatif. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Hein. Je Par prends, exemple, je on prends peut un être... petit exemple. Ouais. Hervé, je prends un petit exemple. C'était le journal Les Échos qui fait un article à propos de Nord Stream 2. Il y a un article dans un journal norvégien qui dit oh, il y avait un bateau russe qui était par là. Eh bien, le gars a titré les taux se resserrent au cours des Russes. Il y a un mois. Mais je le connais, le gars. Pour lui, le héros, c'est Navalny. Hein, il sait très bien qu'il ment. Il sait très bien ce qu'il fait. Il choisit, il sculpte son titre hein, pour faire ça. Non, non, je pense que lorsque cette séquence sera terminée, je pense qu'il faudra demander des comptes à ces gens, à ces professionnels, à la défaillance invraisemblable de ces Ah, professionnels. mais les historiens des médias vont avoir un travail conséquent à faire euh, sur cet épisode-là, et je pense que même que LCI sera même un cas d'école, en fait. Parce que si on fait le bilan de tout ce qui a été retransmis sans aucun... Oh, je parle même pas des sosies de Poutine, le cancer, la paranoïa. Non, les sosies de Poutine, c'est un truc, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que dès que les Ukrainiens, qui sont très forts en opération psychologique et en désinformation, sortent quelque chose, personne ne se pose la question, évidemment, d'étudier même, ne serait-ce que une petite réflexion, un peu comme celle que je viens de te faire sur le fait est, c'est qu'ils sont dans des conditions déplorables, mais ils ont leur smartphone et ils sont en train de filmer les conditions déplorables. Parce que il faut quand même se poser quand même la question, quoi. La première des choses qu'on enlève à un prisonnier, c'est quoi? Évidemment, c'est son moyen de communiquer avec l'extérieur, voyons, faut être Exactement. sérieux, faut être sérieux. Non, mais en plus, bon, je veux dire, sur Telegram, on voit aussi des cohortes. Alors, je pense qu'il y en a qui sont vrais, d'Ukrainiens qui se rendent. Bien sûr. J'en ai vu une prise par un drone qui se tentait le fake à plein nez, je peux me tromper, hein, mais où on voyait des gars, ils étaient largement dans la centaine et ils avançaient sur les véhicules avec des drapeaux blancs comme ça. Mais encore une fois, en fait, le problème, comme il y a un parti pris et que ça n'aide pas les gens à comprendre ce qui se passe, on va chercher les informations de sources ukrainiennes, mais on ne cherche pas les informations de sources russes, ou très peu, surtout lorsqu'elles commencent à être gênantes. En fait. Hein, on parle en fait, des exactions
des Russes sur les prisonniers ukrainiens, mais on ne parle pas des exactions des Ukrainiens, par exemple, sur les prisonniers russes, qui existent et qui ont été également documentés. Hein. Donc, en fait, le problème, c'est parce qu'on est parti sur une lecture de la guerre où il y a forcément, en fait, un agressé qui est forcément le bon et un agresseur qui est le mauvais. C'est un petit peu comme, toi, tu connais bien ce système-là, c'est un peu comme si la légitime défense te laissait tous les droits. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et le droit international, ce Ah ben n'est c'est exact. Tiens, une très bonne comparaison. Je vais la reprendre, je vais la voler. non. Le droit international, ce n'est que l'adaptation du droit pénal en considérant que les États sont des personnes, en fait. Et donc, c'est pas parce qu'on est agressé qu'on a tous les droits, en fait. Et de la même manière que la légitime défense ne donne pas tous les droits. Et c'est ça, en fait. Et tant qu'on sera dans cette approche-là, ben, on ne pourra pas avoir de lecture, on va dire, rationnelle de ce qui se passe. Alors, on va saluer nos amis. Je vais encore me répéter de te suivre sur Twitter parce que du fait que ça m'amuse souvent, mais il y a de l'information justement, il y a de l'information au quotidien par ce travail critique sur. Toi, tu es dans la réaction, tu réagis. Hein, tu réagis en disant mais pourquoi il raconte ça, hein, et tu donnes l'information qui est la plus proche du réel. Et ça, je pense que c'est vraiment précieux pour si on entend suivre au jour le jour ce qui se passe. On a intérêt quand même à faire de la veille, à suivre ce qui se passe parce que le monde est en train de changer vite. Il se passe des tas de choses. Hein. On est un peu sur la corde raide quand même. Hein, donc, il vaut mieux être disponible et vigilant. Voilà, merci Hervé, Voilà. et à très bientôt. On reparlera du sabotage. Oui. Euh, on verra comment est-ce que on fait, mais ce serait peut-être intéressant de faire un débunkage de ce qu'a raconté LCI. Pour la petite histoire, il y a un de nos amis, une de nos cibles préférées, qui est ce bon Xavier Titelman, quand il parle des avions, il paraît-il excellent, hein, mais qui, bon, bah lui, a fait tout un développement pour dire que c'était les Russes. Donc, bah, on va peut-être être amené à répondre à ça, non pas pour Titelman qui ne nous intéresse pas, mais voilà, pour expliquer ce qui s'est passé. C'est un très bon chroniqueur aéronautique, Il mais paraît. c'est un chroniqueur discutable de ce qui se passe dans ce conflit. Parce qu'il a un parti pris, de toute façon, il est même engagé, puisqu'il Et surtout, discutable, c'est très gentil, il est surtout sur ces questions-là tout à fait incompétent. Voilà, bon, ça c'est mon opinion. Ok, eh bien écoute, Allez, à très bientôt. Salut, salut à salut. tous.